Merci bien. Donc, je vais vous présenter les résultats de l'enquête UTSEN. UTSEN, c'est un acronyme pour usagers de drogue au Sénégal. Et donc, il s'agissait d'une enquête d'estimation de taille de la population, de pratiques à risque et de prévalence des infections VIH, VHB et VHC chez les usagers de drogue injectables dans la région de Dakar, donc au Sénégal. Cette enquête avait été financée par l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, ainsi qu'un financement du Fonds mondial et pour la partie formation du personnel d'Esther. Donc, les acteurs de ce projet sont des chercheurs franco-sénégalais avec, je l'ai déjà dit, donc un fort projet de formation entre la France et le Sénégal, mais également une formation sud-sud entre le Sénégal et le Maroc, portée donc par une équipe d'experts multidisciplinaires. Depuis 2004, une évaluation rapide de la situation avait été faite par le Comité interministériel de lutte contre les drogues au Sénégal et qui avait effectivement confirmé l'usage intraveineux de drogue dans plusieurs régions, mais ces résultats n'avaient pas été diffusés ni exploités. Donc, des données de prévalence sur l'infection VIH devenaient nécessaires pour assurer des activités également de plaidoyer et des plans de réduction de risque des usagers de drogue vis-à-vis du VIH. Par ailleurs, en dehors des services de psychiatrie, très peu de personnes étaient impliquées dans la prise en charge des usagers de drogue. Et il existe également un contexte social et légal très répressif de l'usage de drogue au Sénégal, d'où la nécessité pour nous d'intégrer absolument la protection des usagers lors du déroulement de l'enquête en elle-même. Cette enquête a été donc précédée par une phase de faisabilité donc en 2008 qui a effectivement confirmé cet usage de drogue intraveineux dans des conditions particulièrement à risque. Et par ailleurs, cette phase de faisabilité nous a permis également donc d'asseoir la méthodologie que nous allions adopter pour l'enquête en elle-même. Ah, ça bloque. OK. Donc, les objectifs de l'enquête étaient d'évaluer l'ampleur de l'usage des drogues injectables, à savoir donc l'héroïne ou la cocaïne crack, mais quel que soit le mode d'usage de ces drogues. Dans la région de Dakar, d'estimer les séroprévalences des infections à VIH, VHB et VHC. Par ailleurs, donc, le Comité national de lutte contre le sida nous avait demandé d'avoir une estimation de la taille des populations d'usagers de drogue dans la région de Dakar afin de permettre l'élaboration donc, de réponses sanitaires adaptées. Une formation donc, du personnel socio-sanitaire et des membres associatifs à la réduction du risque a été également associée à cette enquête. Du point de vue méthodologique, les consommateurs d'héroïne ou de crack, cocaïne crack, dans les 3 derniers mois, quel que soit leur mode d'usage, donc, ont été inclus dans l'enquête. Il fallait également qu'ils résident dans la région de Dakar. Le recrutement s'est fait par la méthode RDS, qui est une méthode d'échantillonnage orientée donc, par les répondants. Il y avait 2 questionnaires qui étaient administrés, standardisés, un questionnaire RDS et un questionnaire socio-comportemental. Et les tests biologiques donc, se sont faits par des tests rapides sur du papier buvard. L'étude de la taille de la population qui a été intégrée s'est faite par une méthode de capture-recapture. Je l'ai précisé initialement, il était absolument nécessaire d'assurer donc la sécurité des usagers se prêtant à l'enquête, d'où le choix de lieu d'enquête. Ce choix a été fait intentionnellement donc, au sein d'un hôpital hospitalier, dans le CRCF, le Centre de recherche clinique et de formation, qui permettait donc d'assurer au moins la sécurité et l'anonymat des participants. Par ailleurs, il ne nous paraissait pas éthique que les participants à cette recherche n'aient aucun bénéfice direct. Donc nous avons intégré des bénéfices immédiats sous forme d'entretien de counseling sur le VIH, la distribution également de kits de prévention et des consultations possibles avec des addictologues ou des médecins infectiologues selon les besoins.
Par ailleurs, les participants à l'enquête ont eu la possibilité de venir retirer leurs résultats et d'être suivis si ces résultats étaient positifs. Nous avons formé donc tout le personnel à la confidentialité. Quand je dis tout le personnel, il s'agissait également des gardiens du centre, du personnel technique, etc. Et afin de créer un réseau et de mieux connaître les lieux de vente et d'usage des drogues, un travail de terrain préparatoire de 4 mois a précédé l'enquête. Donc, quels sont les principaux résultats de cette enquête qui s'est déroulée d'avril 2011 à juillet 2011 ? Du point de vue estimation de la taille de la population, il y avait on a estimé à environ 1324 personnes usagères de drogues injectables précaires, vivant dans des conditions précaires dans la région de Dakar. Les prévalences retrouvées au sein de cette population étaient donc pour le VIH 5,2%, pour le VHB 7,9% et la présence d'anticorps VHC 23,3%. Pour rappel, la prévalence du VIH au Sénégal est de l'ordre de 0,7%, ce qui nous fait des taux 7 fois supérieurs chez les usagers de drogue. Celle du VHC est de l'ordre de 1 à 2%, ce qui nous fait des prévalences 10 fois supérieures à celles de la population générale. Parmi la population étudiée, donc 625 personnes avaient été recrutées par leurs pairs et 506 inclus. Les principales raisons de non-inclusion étaient la non-preuve d'usage de cocaïne ou d'héroïne au cours des 3 derniers mois. Et on voit tout de suite que parmi les 500 inclus, une grande majorité d'hommes, les hommes prédominaient, 86,4% des participants. La médiane d'âge était de 43 ans, avec des extrêmes allant de 17 à 66 ans. Et on voit que les femmes sont significativement plus jeunes que les hommes. Elles avaient en médiane 35 ans versus 44 ans. Du point de vue socio-économique, les participants de l'enquête avaient un niveau d'éducation faible. La moitié d'entre eux n'avaient pas atteint le niveau primaire d'éducation. En revanche, on note quand même qu'il y avait 18,9% qui étaient allés en études supérieures. Ils habitaient pour la plupart d'entre eux chez leurs proches, donc très peu avaient un logement individuel. Très peu avaient également une vie maritale, seulement 29,6% étaient mariés. Et on voit que même si 59% des participants déclaraient avoir une activité professionnelle, quand on détaillait quel type d'activité c'était essentiellement de la prostitution, du vol ou du deal. D'où des antécédents d'incarcération donc très fréquents. 61,9% des participants avaient été déjà incarcérés et au cours des 12 derniers mois, 49,8% des participants avaient eu des épisodes d'incarcération. Contrairement peut-être aux représentations que l'on pourrait avoir sur le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, plaque tournante de la cocaïne, en fait, l'héroïne était le principal produit consommé par les usagers. 80% des usagers consommaient de l'héroïne. Par contre, il y avait une différence selon le sexe. Vous voyez sur le diagramme de droite, les femmes consommaient significativement plus de cocaïne crack, environ 27,5%, que les hommes pour ce produit-là, où c'était dans l'ordre de 19%. L'âge médian de début de consommation est le même pour l'héroïne et la cocaïne crack, soit 27 ans, mais il faut noter que parmi ces participants, 25% d'entre eux avaient commencé leur consommation avant l'âge de 22 ans, les benzodiazépines 30 ans, le cannabis 18 ans et l'alcool 20 ans. Dans la population, au moins 27,7% des usagers avaient utilisé la voie intraveineuse au moins une fois dans leur vie. L'âge médian de la première injection était à 30 ans. En revanche, on a noté que l'injection se faisait quasi exclusivement pour l'héroïne, très rarement rapportée pour la cocaïne et jamais pour des comprimés.
Une polyconsommation était notée parmi les participants, 62% consommaient au moins 3 produits. L'héroïne, la cocaïne et le cannabis venaient en tête de liste, mais l'alcool et les benzodiazépines se sont retrouvés également dans les polyconsommations chez nos participants. Cependant, seule l'héroïne et le cannabis sont consommés donc tous les jours par la majorité des usagers. Si on s'intéresse aux consommations au cours uniquement du dernier mois, l'injection donc avait été utilisée par 13,8% des participants, dans 60% des cas avec réutilisation de leur propre seringue, dans pratiquement 13% des cas partage de seringue, et en revanche le partage du reste du matériel d'injection était noté de façon beaucoup plus fréquente, 27% pour l'eau de préparation, 34% pour la cuillère et le filtre 27%. Un autre facteur de précarité concerne le lieu où a eu lieu la dernière injection, et vous voyez que dans 34%, cette dernière injection s'était faite en dehors du domicile. La fumette concernait 86% donc des participants, avec un partage de pipe de 60%, dans 60% des cas, le sniff 49% et partage de la paille dans 27% des cas. Quand on s'intéresse aux connaissances sur les modes de transmission du VIH et du VHC des participants, on voit globalement qu'il y a une surestimation sur les perceptions de transmission du VIH, sur les risques perçus. En revanche, il y a une sous-estimation nette sur les perceptions de risque de transmission de l'hépatite virale C. Ces participants avaient bien sûr une sexualité active, mais peu protégée. Donc 80,4% des participants rapportaient avoir eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois. Dans 45% des cas, c'était avec plusieurs partenaires, des partenaires différents, je veux dire, et dans plus de la moitié des cas, sans usage de préservatif. 70% d'entre eux n'avaient jamais réalisé de test de dépistage pour le VIH. Et au cours de leur vie, pratiquement donc un participant sur 4 avait eu un rapport sexuel contre de l'argent ou de la drogue. Dans le questionnaire aussi socio-comportemental, donc nous essayons de voir quels étaient les antécédents de dépistage. Comme j'ai déjà dit précédemment, le dépistage du test VIH était faible, 29,4% avaient eu un test de dépistage. Mais si on regarde pour les hépatites, c'est encore beaucoup plus faible. Seulement 3,9% avaient eu des antécédents de dépistage du VHC et 4,2% des dépistages du VHB. En revanche, pratiquement 39% des participants avaient déjà eu au moins une fois des soins spécifiques pour des problèmes d'addiction. Ces soins étaient reliés à des consommations d'héroïne principalement, et ça avait été traité par des hospitalisations en milieu psychiatrique. Maintenant, on s'intéresse aux prévalences donc, du VIH et du VHC au niveau de l'échantillon. Et ces prévalences au niveau de l'échantillon révèlent que pour le VIH, la prévalence chez les patients injecteurs est nettement plus élevée que chez les patients non injecteurs, 9,4% versus 2,5%. Chez les femmes, la prévalence du VIH est également plus élevée que chez les hommes, 13% versus 3%. Et si on regarde les femmes injectrices et qu'on les compare aux hommes injecteurs, on a des taux de prévalence qui atteignent 21% chez les femmes et 7,5% chez les hommes. Pour le VHC, la prévalence chez les injecteurs est aussi plus élevée que chez les non-injecteurs, 38,8% versus 18%. En revanche, nous n'avons aucune différence selon le sexe pour la prévalence de l'hépatite C. Les co-infections n'étaient pas rares. La co-infection VIH-VHC, bien sûr, nous n'avions que 22 participants qui étaient infectés par le VIH, mais parmi lesquels 13 étaient également infectés par le VHC, soit une co-infection de 59%.
Pour le VIH-VHB, cette co-infection est de 9,1%. Nous avons tenu, suite à ces résultats, et les autorités sanitaires nous ont également beaucoup appuyés, à ce que le travail de réduction de risque puisse se continuer. Et c'est ainsi que des binômes de travailleurs sociaux et de pairs relais ont continué à réaliser donc des sorties sur le terrain. 443 sorties ont pu être réalisées, ce qui a permis le contact de plus de 6000 usagers de drogue, parmi lesquels 527 étaient des nouveaux contacts non connus encore par l'équipe. 300 références ont été réalisées dans des centres de soins, que ce soit pour un dépistage ou une prise en charge médicale, et 100 usagers de drogue ont été vus en consultation médicale au niveau du centre de recherche. Sur ce graphique, vous avez donc la répartition trimestrielle du nombre de contacts d'usagers réalisés par l'équipe de terrain, avec sur la gauche les nouveaux contacts, la deuxième barre représentant donc les anciens contacts et la dernière le nombre total de contacts. Lors de ces visites, bien sûr, des seringues ont été distribuées, plus de 12 000 seringues distribuées et 57% environ récupérées. Des préservatifs également distribués, plus de 15 000 préservatifs distribués au cours de ces sorties. Ont été réalisés également des groupes de parole par les médiateurs et ainsi que parfois des médiations familiales quand il y avait des soucis entre un usager et sa famille. Cependant, nous nous sommes également intéressés à la mortalité parce que sur le terrain, donc, les usagers rapportaient assez fréquemment des décès donc, dans leur entourage. Et systématiquement, on a demandé à l'équipe de terrain d'essayer de discuter donc, avec les usagers pour avoir au moins des causes probables de décès. Vous voyez que 51 décès ont été rapportés durant cette période. Ça concernait essentiellement des hommes, 47 hommes, 4 femmes. L'âge moyen des personnes décédées était de 43 ans et 49% d'entre eux étaient des injecteurs qui consommaient essentiellement donc, de l'héroïne. Lorsque la cause de décès rapportée était connue, bon, là sur les causes, on voit que dans 20 cas, effectivement, les usagers ont été incapables de nous donner une cause de décès. Mais quand elle était connue, on voit que les hépatites, les tuberculoses, les problèmes infectieux étaient très importants, mais les problèmes aussi liés à des produits, tels que l'overdose, un produit défectueux, étaient également fréquemment rapportés par les usagers. Donc au total, cette enquête nous a montré l'intérêt certain de coupler donc une enquête en elle-même de prévalence à des rendus des résultats et à un accès aux soins aux usagers. Cependant, nous avons eu des limites. Ces limites ont été d'atteindre les populations donc peut-être les plus vulnérables, les injecteurs, les femmes et les jeunes. D'où la nécessité donc de continuer des actions de terrain de réduction de risque en faveur des personnes injectrices, mais également non injecteurs. Quand on regarde les taux de prévalence chez les personnes non injectrices, ils sont également aussi élevés. Et de démarrer une prise en charge intégrée des usagers de drogue, incluant donc les traitements de substitution aux opiacés. Et j'espère que d'ici 2014, effectivement, nous aurons un programme de méthadone à Dakar qui démarrera doucement. La nécessité également d'avoir des formations et la possibilité d'avoir un partage de compétences dans les pays sous-régionaux. Par ailleurs, il manque à cette conclusion toutes les activités très importantes de plaidoyer pour créer un environnement favorable et protéger également les droits humains. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans les causes de décès, mais il y avait quand même un lynchage d'un usager et c'est des pratiques qu'il faudrait essayer d'arrêter. Voilà, je voudrais donc remercier tous les partenaires qui ont rendu possible cette première expérience de réduction des risques en fait en Afrique de l'Ouest et en particulier donc le Comité national de lutte contre le sida au Sénégal. Merci de votre attention. Thank you, Mary Yvonne. The problem of injecting drug use is clearly spreading in sub-Saharan Africa.
I think we have time for one or two questions. Plus Marie-Yvonne, comment tu expliques la telle différence de prévalence d'infection VIH entre hommes et femmes? Est-ce que c'est parce que les femmes sont plus précaires encore que les hommes, qui sont déjà eux-mêmes très précaires, ou tu as d'autres hypothèses? Oui, merci Laurence de cette question. Je pense que quand on voit effectivement les différences entre l'hépatite C et le VIH, il y a une question tout de suite qui se pose, c'est le travail sexuel. Et donc les femmes effectivement incluses dans l'enquête étaient essentiellement des travailleuses du sexe, donc exposées d'une façon différente au VIH. Je ne sais pas si je peux faire la question en espagnol. Okay, the question was about the high prevalence of HIV among women. And I was saying that it is related to sexual work of this woman. Yes. La question pour le docteur Maynard, c'est que au Sénégal, il y avait une enquête dont vous avez exposé un petit peu les résultats, mais c'est une enquête plus ou moins dans un objectif de mesure un petit peu de la prévalence, soit du VIH ou VIH auprès des usagers de drogue, si j'ai bien compris. Mais l'objectif un peu nuancé, c'est plus ou moins avoir des éléments pour la conception d'une prise en charge globale des usagers de drogue. Je m'interroge avec vous, docteur, parce que c'est le même cas de figure au Maroc. On est parti d'une enquête similaire, mais on est arrivé dans un impasse là où vraiment ces enquêtes-là ne peuvent plus ou moins donner assez d'éléments pour la conception et l'élaboration du contenu un petit peu même de cette prise en charge. Donc il y a tout un travail de réflexion qui doit être mené pour concevoir le contenu, les démarches et les outils. Donc c'est vrai qu'il y a un contexte assez particulier et il y a toujours cette difficulté à adapter, à contextualiser les normes et les standards internationaux. Mais ça n'empêche pas d'anticiper un petit peu cette réflexion en amont, même dans la conception de l'enquête en elle-même, c'est-à-dire tenir en compte un petit peu de l'ensemble des déterminants socio-anthropologiques qui interfèrent un petit peu dans la définition de la vulnérabilité des usagers de drogue. Parce que vraiment, on est dans cette logique au sud de contraintes par rapport au bailleur de fonds, ce qu'il veut. Mais je pense que l'usager de drogue, c'est un citoyen. Et quelque part, il y a une nécessité vraiment de l'accompagnement, de soutien et de l'aide, dans la mesure où même l'addiction aux drogues, ce n'est pas un choix, c'est plus vraiment un fait d'exclusion, mais une marque d'exclusion en plus, ce qui fait que la remise en question de la prise en charge va dans le sens qu'on est dans une logique de défense des droits humains. Et merci beaucoup. Je vous rejoins tout à fait là-dessus, effectivement. C'est pour ça que j'ai rajouté cet aspect indispensable d'environnement favorable à la fois légal et de protection des droits humains. Bon, on abordait le cannabis thérapeutique, mais bon, il faut savoir qu'au Sénégal, pour un cornet de chanvre indien, vous avez 5 ans d'emprisonnement, par exemple. Il y a une loi qui est sortie en 2008 qui est très répressive sur l'usage, la loi Latif Gay. Et actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de juristes les prisons sont pleines et les juristes travaillent à peut-être essayer d'enlever cette loi qui n'apporte rien de plus au niveau santé publique. Bien. Okay. ¿Puedo hacer la pregunta en español? Se pongan los cascos. Okay. One last question in Spanish. Just one question. Yo quiero preguntarle si usted ha comentado las cifras que usted ha dado de conductas de riesgo son muy similares a las que teníamos en España hace 10 años, más o menos, o hace 15 años, de compartir la jeringa, de compartir el filtro, de compartir el vaso de la preparación, la cuchara.
Entonces, la pregunta concreta es si ustedes, además de repartir jeringuillas y útiles para la inyección, han evaluado el cambio de conducta en los usuarios. Además de tener los instrumentos, si han evaluado ese cambio de conducta o si han formado a los profesionales para que enseñen a cambiar las conductas. Okay, if I can quickly translate the question, it was, there was a considerable amount of risk behavior among the subject. What has been done to change that risk behavior or to reduce it? La personne qui posait la question disait que ces données épidémiologiques ressemblent à celles de l'Espagne il y a 10 ans. Et elle se posait la question de savoir si la mise à disposition d'outils de réduction des risques avait permis aussi la modification des comportements à risque, comme cela a pu être vu en Espagne. Je crois que c'était ce qui avait été demandé. Oui, merci de votre question. Et effectivement, on commence à voir des modifications de comportement parmi les usagers. Ce qui est prévu de faire, c'est de répéter également l'enquête d'ici 2 ans, en 2005 normalement. En 2015, pardon, elle devrait être refaite, cette enquête, et de continuer donc cette politique de réduction des risques. Mais on espère bien effectivement qu'on aura des résultats très, très encourageants, comme dans pratiquement tous les pays où on a vu ces politiques de réduction de risque se mettre en place.